Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais parfaitement bien et je suis vraiment heureux de vous retrouver avec Clément de la chaîne Histoire Alsace pour la suite et la fin de notre mini-série consacrée à l'histoire de Strasbourg. Enfin, plus précisément, comment les différents changements politiques ont eu un impact sur le visage de la ville. C'est bien ça Clément? C'est bien ça. Et donc Baptiste, j'invite tous ceux qui nous regardent à visionner la première vidéo qui est très importante pour comprendre comment on est arrivé sur ce bateau. Et pour vous donner l'eau à la bouche, voici quelques extraits. Où il devient prêteur royal de Strasbourg, donc le représentant du roi, encore une fois, au sein du magistrat de Strasbourg que tu as évoqué tout à l'heure, rien que ça. Et c'était un vrai pourri. Pardon, je t'explique. Contrairement au monument précédent, on n'y lit pas « à nos morts pour la patrie », mais simplement « à nos morts ». Mais il faut savoir qu'en 1871, la capitale fait peine à voir. Assiégée durant la guerre, de nombreux bâtiments symboliques de Strasbourg ne sont plus qu'un tas de ruines et des quartiers entiers de la ville ont été rasés. Voici la place Kléber, l'autre grand place de Strasbourg, et qui ne s'appelait pas vraiment ainsi à l'origine puisque le général dont elle tire le nom ne naît qu'en 1753. Et donc Baptiste, à la fin de la première vidéo, tu nous parlais du traité de Londres signé le 5 mai 1949 qui officialise la création du Conseil de l'Europe qui va profondément bouleverser le visage de Strasbourg et, ça tombe bien, tu nous as menés au pied du siège du Conseil de l'Europe et en bateau en plus. Et au fait Baptiste, tu me laisserais lancer le générique? J'en ai toujours rêvé. Allez, je t'en prie. Attention les amis, préparez vos bake-off et vos flammecures. Ici c'est Clément et Baptiste et il est temps de parler histoire de Strasbourg et comment cette histoire a fait de Strasbourg ce qu'elle est aujourd'hui. Générique. Et oui, Clément, tu l'as justement remarqué, nous sommes sur un bateau. Merci à Batorama d'ailleurs pour ce point de vue que vous n'aurez pas souvent l'occasion de voir, donc profitez-en. Et sinon, ce Conseil de l'Europe qu'on voit juste derrière, et ce fameux traité de Londres que tu as évoqué juste avant, si on veut être plus précis, c'est l'article 11, qui fait de Strasbourg le siège de ce Conseil. Alors ironiquement, c'est par rapport à sa position centrale en Europe et à son histoire que Strasbourg est choisi. Quelle grande ville européenne autre que Strasbourg pouvait le mieux symboliser les disputes de revendication nationale? Celle d'une ville symbole de la rivalité entre la France et l'Allemagne, deux grands pays européens, et qui a conduit à plusieurs guerres en moins d'un siècle. Et donc, le saviez-vous, ce n'est pas la ville de Strasbourg qui a demandé à accueillir le Conseil de l'Europe, pas du tout, c'est la ville qui a été choisie. Et en plus, ce n'est ni un ministre allemand, ni un ministre français qui propose Strasbourg comme ville d'accueil du Conseil, mais le ministre britannique des Affaires étrangères, Ernest Bevin, Ernest. Tout ça dans une ambiance, rappelez-vous, on l'a dit dans le chapitre 1 de « On veut faire disparaître tout ce qui est allemand de Strasbourg ». Et là, on propose Strasbourg comme capitale de l'Union européenne. Alors, un petit rappel avant de continuer, le Conseil de l'Europe, ce n'est pas le Parlement européen. C'est une assemblée rassemblant aujourd'hui tous les pays du continent européen, sauf le Bélarus et le Kosovo, et dont le but est, selon l'article 1er du traité de Londres, de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes de leur patrimoine commun et de favoriser le progrès économique et social en Europe. La première session a eu lieu le 10 août 1949 et dès 1950, le Conseil est logé dans la Maison de l'Europe, à la limite nord de la Neustadt, à côté du parc de l'Orangerie. De ce bâtiment, il ne reste plus aujourd'hui que le bâtiment Václav Havel, occupé désormais par les services du médiateur européen. Ce bâtiment pose les bases d'un quartier qui n'avait jamais été réellement prévu, mais qui ne cessa de se développer depuis. Le quartier européen de Strasbourg. Cette maison de l'Europe est ensuite démantelée en 1978 pour laisser la place au Palais de l'Europe, inauguré un an plus tôt et qui abrite aujourd'hui encore le Conseil de l'Europe. Mais c'est loin, très loin d'être le seul bâtiment européen, non? Ouh là non! L'un des plus emblématiques est le Parlement de l'Union européenne qu'on va voir dans notre dos juste après et qui s'installe en 1958 dans les mêmes murs que le Conseil de l'Europe. À la Maison de l'Europe d'abord que tu as évoqué juste avant, puis le Palais de l'Europe. En 1999, le Parlement quitte le Palais de l'Europe pour un bâtiment bien à lui, le tout nouveau bâtiment Louis Weiss de 220 000 m² et son hémicycle de 758 places, s'il vous plaît.
Et tout autour de ces deux puissantes institutions européennes qui placent Strasbourg dans les rares villes sièges d'organisations internationales sans être capitale d'État comme New York ou Genève, s'est développé tout un quartier qui gravite autour de l'idée européenne, accueillant tout un ensemble de services et de bâtiments dédiés à l'Europe. Tu nous fais une petite liste, Clément ? Bien S'il te plaît. sûr, bien sûr. Merci. On a la Cour européenne des droits de l'homme, créée en 1959, et que l'on retrouve dans un bâtiment construit en 1995. Son rôle est de faire respecter la Convention européenne des droits de l'homme dans les 47 États membres du Conseil de l'Europe qui ont ratifié cette même convention. Mais il ne faut pas oublier non plus Arte, la chaîne franco-allemande, créée le 2 octobre 1990 et qui est située depuis 2003 à proximité du Parlement européen. Moins connue, mais faisant également partie de l'ensemble européen de Strasbourg, nous avons l'Institut René Cassin, ou Institut international des droits de l'homme, fondé en 1969 et dont le but est de promouvoir les droits de l'homme au travers de la recherche et de l'enseignement. Parmi les institutions européennes méconnues présentes dans ce quartier européen, mais qui jouent un rôle majeur dans la lutte actuelle contre la pandémie du Covid-19, il y a la Direction européenne de la qualité du médicament, fondée en 1964. C'est un organisme de coopération scientifique dont le rôle est la mise en place de normes officielles sur les produits médicaux, mais également alimentaires et cosmétiques, afin de garantir la sécurité médicale et leur utilisation optimale. Sans oublier le médiateur européen qui recueille les réclamations en cas de mauvaise gestion ou d'abus de pouvoir d'une institution de l'Union européenne, l'Observatoire européen de l'audiovisuel, le secrétariat de l'Assemblée des régions européennes, et, si les institutions européennes vous semblent obscures, il existe également le Centre d'information sur les institutions européennes, qui s'est donné comme rôle de rapprocher l'Europe des citoyens et de rendre compréhensible pour tous le fonctionnement des institutions européennes. Ça, on fait des bâtiments européens au même endroit, hein. C'est assez incroyable. Et ce qu'on peut constater de curieux, Clément, c'est qu'il n'y a pas eu de plan préétabli de ce quartier. Les institutions se sont petit à petit regroupées ici, tout autour de nous, en partant d'un noyau qui était la maison de l'Europe. Ce qui avait commencé par un simple bâtiment, certes prestigieux mais solitaire, s'est progressivement développé pour devenir tout un quartier à part entière dédié à l'Europe. La présence d'un quartier institutionnel d'une telle dimension a de quoi surprendre pour une ville d'à peine plus de 280 000 habitants, quand on parle juste de Strasbourg, hein. Si on prend l'agglomération, on est à plus de 600 000. Oui, mais bon Baptiste, l'après-guerre à Strasbourg ne se limite pas au quartier européen. Les années 50 et 60 sont aussi le moment de grande planification urbaine et de construction de grands ensembles urbains. Près de 28 000 logements ont été construits dans le quartier de Cronenbourg, le quartier de l'Ezo et le quartier du Neuhof. Le quartier de l'Esplanade est né durant cette période, construit sur d'anciens terrains militaires. Ce nouveau quartier de 65 hectares laisse également la place à une extension de 17 hectares à l'Université de Strasbourg et voit la construction de 6 000 logements supplémentaires à Strasbourg. À l'ouest de la ville, un autre quartier voit le jour, Haute-Pierre. Ces 5 000 logements sont répartis de manière un peu étonnante, dans une conception expérimentale inspirée des alvéoles qui devaient séparer les axes routiers des piétons. Sauf que l'expérimentation ne fut pas menée jusqu'à son terme. Sur les 11 mailles prévues de Haute-Pierre, seules 8 furent construites, dont une ne vit jamais que l'autoroute. Mais pourquoi ? Alors, il y a plusieurs critiques, mais principalement, c'est un enfer pour y circuler. C'est vrai, et encore aujourd'hui. C'est vrai, on s'y perd facilement et c'est tout aussi facile de tourner en rond que c'est difficile de passer d'une maille à l'autre. Et ensuite, c'est un autre quartier qui voit le jour, non ? Exactement, le quartier des Deux Rives. Le centre commercial de Rive-Étoile, l'UGC Cinécité ou le jardin des Deux Rives, ce sont des espaces très connus des Strasbourgeois et c'est clairement le chantier le plus important en cours à Strasbourg. Celui du projet des Deux Rives et dont la construction n'est même pas encore achevée, mais qui a un objectif principal, relier Strasbourg au Rhin. Maintenant, par contre, il faut revenir encore une fois un peu en arrière, parce que tu vas un petit peu vite en besogne, hein, s'il te plaît, pour présenter ce quartier qui, même s'il n'est pas encore fini, a déjà une histoire. Mais avant cela, je te propose que nous nous déplacions de nouveau, parce que bon, j'ai pas vraiment le pied marin, et même si c'est un bateau électrique, je commence à avoir un peu mal au cœur. Hein. C'est toi qui nous as emmenés ici. Hein. C'est vrai, et j'assume complètement, parce que c'était très drôle. D'accord, merci Batorama. Donc, comme tu disais Baptiste,
on a commencé à évoquer le projet des deux rives. Au départ, lors du creusement en 1882 du canal de jonction devant lequel nous nous trouvons, la zone située au sud de la ville de Strasbourg n'était encore qu'un terrain militaire et donc inconstructible sur la rive nord du canal. Sur la rive sud, il fut permis de développer les activités du port de Strasbourg. Celui-ci s'étira alors progressivement de l'actuelle place du Heiritz jusqu'au Rhin, coincé entre le canal et le faubourg du Neudorf, formant de fait une rupture entre la ville-centre de Strasbourg et son faubourg du Neudorf. En 1910, le déclassement d'une partie des terrains militaires entre le vieux Strasbourg et le Neudorf permet de rapprocher la vieille ville de son faubourg. Mais on l'a dit tout à l'heure, la période entre 1919 et 1945 n'est pas vraiment propice aux grands projets urbains malgré le déclassement des terrains militaires encerclant la ville de Strasbourg en 1922, créant une ceinture verte autour de la ville, mais qui reste inconstructible et qui est donc destinée à n'accueillir que des routes ou des activités industrielles. Ce n'est vraiment qu'après la Seconde Guerre mondiale que les choses se mettent en place petit à petit avec l'implantation, un peu surprenante, des services de la communauté urbaine de Strasbourg, intercommunalité créée en 1967, regroupant Strasbourg et 26 communes proches, sur cette bande de terre entre la vieille ville et le Neudorf. Alors que la logique de déplacement des centres de pouvoir semblait indéniablement poussée vers le nord et le nord-est depuis le 19e siècle, pourquoi tout d'un coup la municipalité de Strasbourg a-t-elle choisi ce lieu? Eh bien Baptiste, on ne peut supposer que deux choses. La première, c'est que cet emplacement place les services de la municipalité bien plus proche du centre-ville que ne l'aurait fait un emplacement au nord de la Neustadt. Et deuxièmement, il s'agit d'un terrain municipal avec un environnement favorable, entouré de verdure, avec vue sur la cathédrale, mais en réalité, l'environnement n'était pas réellement idéal. Car placé à proximité des entreprises du port autonome de Strasbourg, qui s'étendait alors jusqu'à la place de l'Étoile, de plus, durant longtemps, les activités portuaires ont fait office de bouclier de protection de Strasbourg face au Rhin. Et donc, face à l'Allemagne, la faisant tourner le dos au fleuve. Cette situation ne change fondamentalement qu'à l'arrivée du tram de Strasbourg qui désenclave la place de l'Étoile dans les années 90, tout en reliant le quartier du Neudorf à la vieille ville. Et donc là, Strasbourg commence enfin à se tourner vers le Rhin et vers l'Allemagne, après avoir passé tant de temps à la rejeter. Oui, mais c'est un peu venu tout seul. En fait, plusieurs facteurs convergents vont encourager l'aménagement de la voie routière vers le Rhin. Déjà, les terrains de la ceinture verte deviennent constructibles en 1992, tandis que les activités du port autonome de Strasbourg déclinaient aux abords du bassin Austerlitz, laissant derrière lui de vastes terrains en friche. Ensuite, dans les années 90, le passage de la frontière devient plus fluide du fait de la fin des contrôles systématiques aux frontières. Oui, Union Européenne, espace de Schengen, tout ça. Exact. Et enfin, la concurrence entre Strasbourg et les autres capitales européennes que sont Bruxelles et Luxembourg dans les années 90, alors que la répartition des rôles de chacune n'était pas encore fixée. Tiens, et justement, toujours grâce à ce titre de capitale européenne, une autre place que tu as évoquée juste avant va jouer un grand rôle dans cette ouverture de Strasbourg vers l'Est. Ah oui, tu parles de la place de l'Étoile. Effectivement. Si les réflexions de l'aménagement de la place de l'Étoile débutent en 1991 avec la consultation internationale avec la ville voisine de Kehl, consultation qui débouche sur les premières ébauches du plan d'urbanisation de l'axe de circulation Strasbourg-Kehl, il faut attendre le début des années 2000 pour voir le début d'une urbanisation de la zone. En 2003 intervient une nouvelle étape européenne dans l'histoire de Strasbourg, celle de décider, en haut lieu s'il te plaît, de la création du district européen de Strasbourg-Ortenau à l'occasion des 40 ans du traité d'amitié franco-allemand. L'amitié franco-allemande et l'apaisement des esprits vis-à-vis de l'Allemagne permettent désormais à Strasbourg de projeter son développement urbain non plus dos au Rhin mais vers le Rhin, et de développer son agglomération en coopération avec sa voisine Kehl. Et les deux symboles les plus marquants de cette nouvelle politique urbaine sont l'inauguration en 2004 du Jardin des Deux Rives de Strasbourg, relié au Garten der Zwei Ufer de Kehl par la passerelle des Deux Rives, et la prolongation du tramway de Strasbourg jusqu'à Kehl en 2017. L'arrivée du tram à Kehl est aussi le retour d'une ligne interrompue après 1918, vu qu'avant la Première Guerre mondiale, il existait déjà une ligne de tramway reliant Kehl à Strasbourg, et ça, beaucoup de Strasbourgeois l'ignorent. Et ces deux réalisations donnent le cap d'une nouvelle politique d'urbanisation, confirmée par le départ de nombreux services de la vieille ville pour s'installer dans le nouvel ensemble urbain.
On a par exemple la police nationale qui quitte la rue de la Nuée Bleue pour un nouveau central à Heiritz en 2002, le conservatoire de musique qui quitte la place de la République pour la cité de la musique et de la danse située Parc de l'Étoile, les archives municipales en 2003, puis les archives départementales en 2013 qui s'installent sur l'avenue du Rhin, etc., etc. Bref, tous ces déménagements confirment le rôle central que doit prendre ce nouveau quartier. Du côté des loisirs et du commerce, on ne peut pas oublier le Ciné-Cité, inauguré en l'an 2000, le centre commercial Rive Étoile, juste derrière nous, et la réhabilitation de la presqu'île du bassin Austerlitz qu'on voit juste là, avec sa vue désormais célèbre sur les anciens bâtiments de l'armement Siegmüller, et qui devient en 2008 la médiathèque André Malraux qu'on voit Toujours ici. toujours ici. Oui, oui. Voilà, c'est marqué dessus. Voilà. Et le projet des deux rives est encore loin d'être achevé. Si des tours ont été bâties, l'écoquartier du Danube, par exemple, est encore en travaux, mais devrait être achevé cette année. Et il reste encore la deuxième phase du projet, celle de la zone à construire des deux rives qui associe le port autonome de Strasbourg, l'Eurométropole de Strasbourg et la ville de Kehl, puisque le projet ne s'arrête pas au Rhin, mais se prolonge jusqu'à la gare de Kehl. Au total, le projet dans sa globalité concerne une superficie de 250 hectares. Et ce quartier a beaucoup de défis à relever, celui de devenir un centre urbain, mais aussi de réunir le quartier du Neudorf et au centre-ville de Strasbourg, d'être un axe d'ouverture sur la partie allemande du district européen Strasbourg-Ortenau et d'être un exemple de quartier écologique. Concilier les flux de Strasbourgeois venant du Neuhof allant vers le centre et inversement, en tenant compte du flot de voitures et de camions qui empruntent quotidiennement l'axe routier de l'ancienne RN4, devenu boulevard urbain, vers l'autoroute, mais également créer une vie de quartier qui lui est propre. Voilà le défi majeur de cet ensemble urbain. Mais Clément, nous voici du coup dans une thématique très actuelle alors que nous sommes là pour parler histoire. Oui. C'est la base de la chaîne. Je te propose donc qu'on se déplace une dernière fois pour parler du dernier chapitre de cette vidéo. On va parler monuments. Tu viens ? C'est parti. Allez. Alors Clément, nous voici enfin de retour sur la place sur laquelle nous nous trouvions au début de la première vidéo. On peut dire que la boucle est bouclée. Et Clément, je me posais une question. Est-ce qu'on peut dire que les monuments nous donnent une bonne image des étapes de l'évolution de la ville depuis 1945 ? Eh bien Baptiste, c'est certain. Et ce qui est également évident, c'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les monuments démontés par les nazis allaient reprendre leur place légitime. La statue du maréchal Kellermann reprend sa place, place Breuil, ce qui n'est pas le cas de la statue du préfet Lezay-Marnésia, qui a dû être remplacée en 1949, l'original ayant été détruite en 1940. Et évidemment, le général Kléber regagna sa tombe de la place Kléber et sa statue fut remise à sa place dès 1945. Mais bon, nous sommes en 1945, d'autres monuments vont voir le jour, non ? Il fallait autant rendre hommage aux victimes qu'à ceux qui ont libéré Strasbourg du cauchemar nazi. Les témoignages de mémoire se sont multipliés à Strasbourg et jusqu'à nos jours. Effectivement, Strasbourg compte de nombreuses plaques commémorant les actes de résistance locale qui étaient des prises de risques considérables, étant donné que les nazis considéraient la terre alsacienne comme partie intégrante de leur empire. Les libérateurs eurent droit à la place d'honneur et en tout premier lieu, le général Leclerc, commandant la 2e division blindée, qui a libéré Strasbourg le 23 novembre 1944, qui se trouve particulièrement mis en valeur sur la place Breuil, dans un monument inauguré le 25 novembre 1951. D'ailleurs, ce monument rappelle la libération, tu viens de le dire, mais aussi que Strasbourg a été dès le départ l'ultime objectif fixé par Leclerc, alors que Leclerc et ses hommes ont signé une des premières victoires françaises de la Seconde Guerre mondiale, après la défaite de mai-juin 1940, en prenant le fort de Koufra aux Italiens le 2 mars 1941, une position située au fin fond du désert libyen. Leclerc fait alors jurer à ses troupes de ne déposer les armes que les jours où le drapeau français flotterait à nouveau sur la cathédrale de Strasbourg. Ce serment peut se lire ici, au dos du monument. Cette promesse solennelle avait été prise en 1941, alors que le Troisième Reich était victorieux sur tous les fronts. On ne peut que souligner la volonté de fer de Leclerc et des soldats de la 2e DB qui ont fini par concrétiser leur objectif. Mais la victoire ne fut pas sans sacrifice. Tu fais bien d'évoquer la victoire difficile, et il y a un monument pour ça, le monument appelé Charles Zimmer, qui souligne bien que cette libération se fit au prix du sang. Ici, au sein du quartier du Port du Rhin,
dans un quartier au cœur du projet d'aménagement urbain des deux rives, on retrouve ce monument guerrier, ce char Sherman marquant l'avance maximale de la 2e DB ce 23 novembre 1944. Le général Leclerc aurait bien voulu s'emparer également du pont sur le Rhin, mais face à la résistance des troupes allemandes, cet objectif resta hors de portée. Dans la tentative de prendre le pont, le char de tête fut touché et détruit. C'est ainsi que décéda le commandant du char, un enfant de l'Alsace, le maréchal des logis, Albert Zimmer. Et les Strasbourgeois d'ailleurs n'oublient pas non plus le sort de la population juive de la ville. Pour commémorer la destruction de la grande synagogue du quai Kléber par les nazis en 1941, une dalle commémorative est posée le 3 octobre 1976 à l'endroit où elle se dressait. En 2012 est inaugurée l'Allée des Justes parmi les nations de Strasbourg, complétant l'ensemble mémoriel constitué de plaques offrant des images d'archives de la synagogue et de stèles de remerciements aux Alsaciens ayant aidé au sauvetage des Juifs durant la guerre. En parallèle de ce grand nombre de marqueurs de mémoire inscrits dans le paysage urbain, allant de la simple plaque de rappel historique au grand monument commémoratif, le paysage strasbourgeois s'est également enrichi d'un certain nombre de statues et de monuments rappelant le rôle européen que la ville a décidé d'assumer. On peut parler des dons de sculptures des pays qui ont été à la présidence du Conseil de l'Europe, comme le trèfle à 4 feuilles du sculpteur Attilio Pierilli, l'Europe de Rudolf Kedel donnée par l'Autriche, une copie en bronze du Poséidon d'Artémision donnée par la Grèce, ou encore la sculpture Droit de l'homme donnée par la région espagnole de Murcie. Il y a également le gymnaste de l'artiste croate Vasko Lipovac, l'hymne à la vie de Soro Kavillini, l'enlèvement d'Europe des frères grecs Nikos et Pantelis Sotoriadis, etc. Des noms bien compliqués, mais Clément, c'est bien beau tout ça. Mais il existe un monument qui se détache des autres. Ce monument en question n'a pas été réalisé par un artiste, mais par une dictature européenne aujourd'hui disparue. Un morceau du mur de Berlin offert par l'Allemagne en 1989. Il n'y a probablement pas meilleur symbole de la fin de la division de l'Europe entre l'Est et l'Ouest, et a toute sa place ici, au sein du quartier européen de Strasbourg. Et tu as raison Baptiste, et justement en parlant d'Europe, on peut évoquer la sculpture de Ludmila Tchernina, l'Europe à cœur située juste devant le Parlement européen, ou encore United Earth qui se trouve dans la cour du Parlement. Mais il en est une qui semble bien résumer parfaitement toute la politique de la ville de Strasbourg en ce qui concerne les institutions européennes. En bordure du parc de l'Orangerie se trouve une statue de Pierre Pflimlin, maire de Strasbourg de 1959 à 1983 et président du Parlement européen de 1984 à 1987, érigée à l'occasion du centenaire de sa naissance. On le voit qui se dirige vers le quartier européen de Strasbourg, la main tendue, comme pour accueillir les institutions européennes qui ont élu domicile à Strasbourg. Enfin, le projet des Deux Rives a lui aussi eu droit à des monuments marquants. Au Jardin des Deux Rives, face à l'Allemagne, et où nombre d'artistes ont su exprimer leur art, non loin de la passerelle des Deux Rives, se trouve la sculpture de l'artiste bavarois Josef Fromm, nommée Rencontre, et qui représente l'amitié franco-allemande. La placer ici, où la France rencontre l'Allemagne dans ce lieu d'échange qu'est Strasbourg, tout un symbole. De bien belles paroles pour conclure une magnifique vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire avec toi, mon cher Clément. Réciproque. Merci beaucoup. Et donc si justement en plus cette vidéo a pu se faire, c'est en énorme partie grâce à toi. Donc merci. Mais de rien. Et donc si l'histoire de l'Alsace vous intéresse, alors allez jeter très vite un coup d'œil sur la chaîne Histoire Alsace, représentée par Clément ici présent. Comme mot de la fin, on pourrait dire que si le choix de l'Europe n'est pas venu de Strasbourg, mais des plus hautes instances nationales et internationales, elle a su intégrer et faire sienne l'idée de l'Europe et en faire un atout pour le développement de la ville. Strasbourg a su surmonter les antagonismes frontaliers et faire de sa position de ville frontière un atout. Reste maintenant à transformer l'essai d'une ville transfrontalière et faire de sa position non seulement un atout, mais surtout une force. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec les Jeunes Européens Strasbourg dans le cadre du projet Lieu de mémoire. Depuis septembre, cette association organise des conférences et des visites autour du thème de la mémoire européenne et notamment franco-allemande. Vous pouvez retrouver toutes leurs activités sur leur site internet et les réseaux sociaux. Merci aussi à la Heinrich Böll Stiftung, qui a apporté son soutien financier à la réalisation de cette vidéo.
Merci également à la région Grand Est, à la ville de Strasbourg, au Crous de Strasbourg, à l'université de Strasbourg. Merci à Batorama pour la petite balade en bateau, au cœur de la ville. Ça nous a permis de faire des plans assez stylés et surtout de vous en faire profiter, c'était le but. Et justement, si le résultat vous plaît, n'oubliez pas de partager la vidéo, c'est le meilleur moyen de faire progresser la chaîne. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, m'aider de manière directe financièrement sur Tipeee ou Utip, parce que faut bien le payer. Un grand merci à tous les tipeurs et les fire tipeurs. Si cette émission en est arrivée jusque-là, c'est grâce à vous, donc rejoignez-les. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, voilà la petite tradition, mais attention, il y a un piège cette fois parce que cette phrase sera prononcée en alsacien par Clément. Et donc, si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci à vous parce que vous êtes parmi les plus fidèles. Elsass est beste Region von ganz Frankreich. Bon courage pour me recopier ça dans les commentaires. J'espère, nous espérons vous revoir très vite, histoire de parler histoire. Tu viens ? J'arrive. Cette conclusion, elle est géniale, j'adore. Je fais quoi J'aime beaucoup.